Bonjour à toutes et à tous. Quand on pense au Pérou, c'est vrai, on imagine souvent Machu Picchu, les Incas, Caral peut-être. Une histoire précolombienne absolument fascinante. Oui, une richesse incroyable. Mais voilà, qu'est-ce qui se passe après Pizarro, après cette longue période de la vice-royauté espagnole où Lima était vraiment le centre névralgique? C'est ça. Et c'est ce Pérou post-indépendance, celui qui naît officiellement en 1821, qu'on va explorer aujourd'hui. Une histoire qu'on devine complexe souvent, tumultueuse. Ah oui, très tumultueuse, marquée par une instabilité profonde, quasi chronique. Il faut dire que le Pérou a été l'un des derniers bastions loyalistes à l'Espagne. Ça a forcément coloré ses débuts d'indépendance. D'accord. Et pour nous guider dans cette histoire, jusqu'à 2016 environ, on s'appuie sur quel travail? On se base principalement sur une analyse de Jean-Marcel Gauger, qui est professeur d'histoire contemporaine. Parfait. L'objectif, c'est donc de comprendre les grandes lignes, les dynamiques fortes qui ont façonné le Pérou moderne. Exactement. L'instabilité politique, on l'a dit, mais aussi le rôle écrasant de l'armée, les enjeux économiques, du guano au pétrole, en passant par le salpêtre. Les conflits frontaliers aussi, j'imagine, et puis l'émergence de mouvements sociaux, parfois très violents, les guérillas. Tout à fait. Identifier les tournants, les figures marquantes, bref, une exploration en profondeur de presque 2 siècles d'histoire péruvienne. Alors, commençons par le commencement, 1821-1883. L'indépendance, mais vous disiez une indépendance chaotique. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est l'Argentin José de San Martin qui proclame l'indépendance à Lima en juillet 1821. Il est nommé protecteur du Pérou. Une anecdote sympa, hein. Il a fondé la Bibliothèque nationale en donnant ses propres livres. Oui, mais très vite, la rivalité avec l'autre grand nom, le Vénézuélien Simón Bolívar, elle prend le dessus. L'entrevue de Guayaquil, c'est ça? Juillet 1822? Précisément, après cette rencontre, San Martin se retire, et c'est Bolívar qui prend les rênes, militairement parlant. Avec l'aide des Britanniques, c'est lui qui remporte les victoires décisives de Junín et Ayacucho en 1824. Oui, il consolide l'indépendance militaire, mais son grand projet à lui, c'est la Grande Colombie. Le Pérou, c'est un peu secondaire. Il laisse faire son lieutenant, Sucre. Exactement. Et Antonio José de Sucre, en 1825, proclame l'indépendance de la Bolivie, qui était l'ancien au Pérou. D'entrée de jeu, le territoire péruvien est réduit. Et là, c'est le début de l'instabilité politique dont vous parliez. Une instabilité extrême. Imaginez, 14 présidents en 14 ans, entre 1822 et 1836. 14, c'est incroyable. Ce sont les généraux qui ont gagné à Ayacucho, les maréchaux d'Ayacucho, qui se déchirent pour le pouvoir. Il y a même une tentative d'union avec la Bolivie, la Confédération Pérou-Bolivie entre 36 et 39, Tentative qui échoue. écrasée par le Chili. Le Chili voyait d'un mauvais œil ce voisin potentiellement trop puissant. Et une conséquence durable de cet échec, c'est que la Bolivie perd son accès principal à la mer. Une blessure encore ouverte aujourd'hui. Et dans ce chaos ambiant émergent les caudillos. Oui, ces chefs militaires locaux qui prennent le pouvoir par la force, surtout entre 1841 et 1844. Difficile de construire un État solide dans ces conditions. On imagine. Mais il y a quand même une figure qui apporte un peu de stabilité. Oui, heureusement. C'est Ramón Castilla. Il est président par intermittence entre 1845 et 1862. Fait intéressant, c'est un métis. Ah oui, ok. Et il fait quoi? Il incarne une certaine modernisation. Il abolit l'esclavage des Noirs, le tribut payé par les Indiens, il lance les premiers chemins de fer, le télégraphe, et c'est surtout l'ère du guano. Le guano. C'est bien les excréments d'oiseaux marins accumulés sur les îles? Exactement. Un engrais naturel hyper riche, très demandé en Europe, notamment après la famine en Irlande. Donc une source de richesse soudaine pour le Pérou. Oui, une prospérité assez inédite, mais très fragile, parce qu'elle repose sur une seule ressource. Ça masque les problèmes de fond, et ça renforce cette économie tournée vers l'exportation. Un schéma qui va se répéter encore et encore. Et cette richesse attire les convoitises, j'imagine. Occupe même les îles Chincha, riches en guano. Mais ça ne marche pas pour eux, hein? Non, les Péruviens, équipés d'une artillerie moderne, des canons anglais Blakely et Armstrong, ils repoussent l'escadre espagnole au large de Callao en mai 1866. C'est une victoire importante. Ça affirme l'indépendance. Et aussi la doctrine Monroe, l'Amérique aux Américains, hein. Tout à fait. Mais cette période voit aussi monter les tensions avec le voisin chilien.
Cette fois, c'est autour d'une autre ressource, Laquelle? le salpêtre, essentiel à l'époque pour fabriquer des explosifs et aussi des engrais. Et ça va mener à un autre conflit majeur, j'imagine. Oui, et celui-là sera catastrophique pour le Pérou. La guerre du Pacifique, aussi appelée guerre du salpêtre, de 1879 à 1884. Le Pérou est allié à la Bolivie, c'est ça? Oui, mais l'alliance est écrasée par le Chili, mieux préparé et équipé. C'est un véritable traumatisme national pour le Pérou. Avec des pertes de territoire. Des pertes énormes. Le Pérou perd ses provinces du sud, Tarapacá, Arica, Tacna, qui étaient très riches en salpêtre, et la Bolivie, elle, perd son dernier accès à la mer, la région d'Antofagasta. Un désastre complet. Le pays sort ruiné, amputé. Et l'instabilité politique repart de plus belle. La fin de cette période est marquée par des figures comme Mariano Inácio Prado et Nicolas de Pierola, mais le chaos domine. Cette défaite marque donc une vraie rupture. Comment le Pérou essaye-t-il de se relever? On entre là dans la période suivante, la République aristocratique, 1884-1930. Alors, dans un premier temps, ce sont encore les militaires qui tiennent les rênes. Le héros de la résistance contre le Chili, Andrés Avelino Cáceres, qu'on surnommait le sorcier des Andes, domine la politique pendant une dizaine d'années après la guerre. Et comment il fait pour reconstruire un pays ruiné avec une dette énorme? C'est là qu'intervient le fameux contrat Grace. Pour obtenir un réaménagement de la dette, le Pérou cède le contrôle de ses principales richesses à ses créanciers, surtout britanniques. Il cède quoi concrètement? Les chemins de fer, le guano restant, les futures exploitations pétrolières. Pour 66 ans. 66 ans, c'est énorme. Ça illustre parfaitement cette dépendance économique dont on parlait au début. Absolument. Et évidemment, ça suscite des critiques très vives à l'intérieur du pays. Des intellectuels comme Manuel González Prada dénoncent ce qu'ils considèrent comme un bradage de la souveraineté nationale. J'imagine. Et comment se fait la transition vers un pouvoir plus civil? Après une guerre civile assez courte en 1894-1895, c'est Nicolas de Pierola, allié au Parti civil, qui renverse Cáceres. C'est le début de ce qu'on appelle la République aristocratique. Aristocratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire une période de stabilité politique, relative, oui, mais dominée par une oligarchie. Une élite blanche, créole, essentiellement basée à Lima, qui contrôle l'économie et la politique, et gouverne avant tout dans ses propres intérêts. Mais il y a quand même une forme de modernisation économique pendant cette période? Oui, il faut le reconnaître. Sous Pierola et ses successeurs civilistes, il y a un boom du caoutchouc en Amazonie avec les drames humains qu'on connaît, le développement de l'industrie sucrière sur la côte, l'exploitation des grandes mines de cuivre de Cerro de Pasco, souvent par des capitaux étrangers d'ailleurs. Américains notamment. Oui, déjà. On voit aussi la création de banques modernes, des grands travaux d'urbanisme à Lima. Mais le problème majeur, c'est que la grande majorité de la population, surtout les populations indigènes des Andes et de l'Amazonie, reste complètement à l'écart de cette prospérité et de la vie politique. C'est ce que dénonce González Prada. Exactement. Lui, c'est une figure de l'anarchisme péruvien, très critique de cette indifférence de l'élite envers la question indigène. Et puis, il y a une figure politique qui va vraiment marquer la fin de cette période, Augusto Leguía. Ah oui, Augusto Leguía, personnage central. Il est président une première fois, puis il revient et installe un régime très personnel, autoritaire, pendant 11 ans, de 1919 à 1930. C'est ce qu'on appelle l'oncenio. 11 ans de pouvoir. Et son orientation politique, c'est quoi? Clairement pro-américain. Il ouvre grand les portes aux investissements des États-Unis. On pense à la Standard Oil pour le pétrole ou à la compagnie minière de Cerro de Pasco, qui prend encore plus d'ampleur. Toujours cette logique de dépendance aux capitaux étrangers. Mais est-ce que Leguía, c'est uniquement l'autoritarisme et l'économie dépendante? Non, c'est plus ambigu. Il réprime durement ses opposants, c'est vrai, mais il mène aussi une politique de concession sociale assez calculée pour s'assurer une certaine base populaire. Il lance de grands travaux, surtout pour le centenaire de l'indépendance en 1921. Mais ça coûte cher, j'imagine. Énormément. L'endettement du pays explose sous son règne. Par contre, un succès notable à mettre à son actif, c'est le règlement de plusieurs conflits frontaliers importants. Ah oui. Lesquels? Et il signe un traité avec la Colombie en 1922, le traité Salomon-Lozano. Et surtout, en 1929, il arrive à un compromis avec le Chili qui permet au Pérou de récupérer la ville de Tacna, perdue pendant la guerre du Pacifique. C'est symboliquement très fort.
D'accord, donc une période assez ambivalente sous les Guilla. Et c'est aussi à ce moment-là qu'émergent des forces politiques nouvelles qui vont peser très lourd au XXe siècle. Tout à fait. Deux figures intellectuelles et politiques majeures apparaissent. D'un côté, José Carlos Mariátegui. Le penseur marxiste. Oui, un marxiste très original, influencé par Gramsci. Il analyse la réalité péruvienne en insistant sur l'importance de la question indigène et agraire, ce qui est assez novateur. Il fonde le Parti socialiste en 1928 qui deviendra le Parti communiste péruvien et le grand syndicat CGTP en 1929. Et l'autre grande figure. C'est Victor Raúl Haya de la Torre, une personnalité incontournable de l'histoire péruvienne. Exilé par les Guillas, il fonde l'APRA, l'Alliance populaire révolutionnaire américaine, à Paris en 1924. L'APRA, c'est quoi exactement comme mouvement, oui? C'est assez unique. C'est un mouvement nationaliste, populiste, très anti-impérialiste au début, surtout anti-américain. Il y a une forte dimension politique qui se veut indigéniste et un projet d'union d'intégration latino-américaine. Et ce parti va devenir très important. Oui, l'APRA va devenir le grand parti de masse du Pérou au XXe siècle. Mais son histoire sera marquée par une confrontation quasi permanente avec l'armée qui va tout faire pour l'empêcher d'accéder au pouvoir. Cette confrontation APRA-armée, c'est un peu le fil rouge de la période suivante, de 1930 à 1968, c'est ça? Exactement. Tout commence avec la crise économique de 1929 qui provoque la chute de l'Eguía. C'est un coup d'État militaire mené par Luis Miguel Sánchez Cerro en 1930. Sánchez Cerro, encore un militaire. Oui, et un métis qui joue beaucoup sur le populisme autoritaire, le côté homme du peuple. Ils fondent même un parti d'inspiration fasciste, l'Union révolutionnaire. Et sa présidence, elle est marquée par quoi? Par une nouvelle constitution en 1933 qui accorde la liberté de culte et quelques droits sociaux, mais surtout par une répression féroce, sanglante contre l'APRA. Haya de la Torre est emprisonné et il y a le massacre de militants apristes à Trujillo en 1932. Toujours cette obsession anti-APRA de l'armée. Sánchez Cerro se lance aussi dans une guerre contre la Colombie pour le trapèze de Létitien. Oui, une guerre perdue pour le Pérou qui se termine par un arbitrage de la Société des Nations. Et peu après, en avril 1933, Sánchez Cerro est assassiné, dans des circonstances un peu troubles, d'ailleurs, qui impliqueraient d'autres militaires. Et qui prend la suite? C'est le général Oscar Benavides, qui gouverne de 1933 à 1939. Au début, il décrète une amnistie, l'APRA sort un peu de la clandestinité. Mais ça ne dure pas, hein. Non. Dès que l'APRA semble sur le point de gagner les élections de 1936, Benavides les annule, purement et simplement pour se maintenir au pouvoir. L'armée veille au grain. Pas d'APRA à la présidence. C'est systématique, c'est incroyable. Et ensuite arrive la Seconde Guerre mondiale. Oui, avec Manuel Prado Ugarteche comme président pour un premier mandat, de 1939 à 1945. Fait intéressant, il est élu avec un soutien discret de l'APRA, qui est alors brièvement relégalisé. Et sous sa présidence? Il y a une guerre victorieuse contre l'Équateur en 1941, qui permet au Pérou d'annexer d'importants territoires amazoniens, validés par le protocole de Rio en 1942. Et bien sûr, il aligne le Pérou sur les Alliés pendant la guerre mondiale. Après la guerre, il y a une tentative de démocratie plus franche. Oui, une courte période, de 1945 à 1948, avec José Luis Bustamante y Rivero. Il est élu, lui aussi, avec l'appui décisif de l'APRA. Il y a une restauration des libertés. Mais Mais les tensions remontent très vite entre un APRA qui se montre très revendicatif et une armée toujours aussi méfiante. Ça culmine avec une rébellion navale à Callao en octobre 1948. et là, on devine la suite. Coup d'État militaire, encore un. C'est le général Manuel Odría qui prend le pouvoir. Il va rester 8 ans, c'est l'Ocheño de 1948 à 1956. Et son régime, c'est quoi? Anti-APRA, j'imagine? Oh que oui. Interdiction totale, répression violente. Haya de la Torre doit se réfugier pendant des années à l'ambassade de Colombie à Lima pour échapper à l'arrestation. Et économiquement alors? D'abord, un libéralisme assez classique qui favorise les barons du sucre, les grands propriétaires terriens. Puis, dans un second temps, Odría adopte un style plus populiste, un peu à la manière de Perón en Argentine, avec des dépenses sociales. Mais il est finalement renversé en 1956. Et qui revient au pouvoir après Odría. Incroyable mais vrai. Manuel Prado Ugarteche, pour un second mandat, de 1956 à 1962. Et cette fois, comment ça se passe avec l'APRA? Il tente une sorte de cohabitation. Haya de la Torre revient d'exil, l'APRA joue le jeu de la modération, et aux élections de 1962,
L'APRA gagne enfin. Aya de la Torre arrive en tête, mais sans la majorité absolue requise. Le Congrès doit choisir entre les 3 premiers candidats. L'APRA semble toucher au but. Sauf que l'armée intervient encore une fois. Un coup d'État militaire préventif, dirigé par Ricardo Pérez Godoy, pour empêcher coûte que coûte Aya de la Torre et l'APRA d'accéder à la présidence. C'est vraiment une constante de cette histoire. Qui est élu finalement après ce coup d'État? C'est Fernando Belaúnde Terry en 1963. C'est un architecte, une figure du réformisme modéré, fondateur du parti Action populaire. Et il arrive à gouverner? Difficilement. Il lance de grands projets, comme la fameuse Carretera Marginal de la Selva, une route qui doit longer l'Amazonie, mais il est minoritaire au Congrès et son action est systématiquement bloquée par l'alliance de l'APRA et des partisans d'Odria. C'est aussi sous son mandat qu'apparaissent ses premières guérillas d'inspiration castriste. Donc un blocage politique complet. Et ça se termine comment, ce premier mandat de Belaúnde? Par un scandale lié à un contrat pétrolier avec une compagnie américaine, l'IPC, et par un nouveau coup d'État militaire en octobre 1968. Encore. Mais celui-là est différent apparemment. Oui, très différent. Ce sont des militaires progressistes, nationalistes, influencés par les théories de la dépendance, qui prennent le pouvoir. C'est le début d'une expérience politique assez unique, le gouvernement révolutionnaire des forces armées, qui va durer de 1968 à 1980. Des militaires de gauche au pouvoir au Pérou. C'est assez surprenant. Oui, c'est une parenthèse très particulière dans l'histoire latino-américaine. La première phase est dominée par le général Juan Velasco Alvarado, de 1968 à 1975. Et sa politique, c'est quoi? Le velascatisme? Exactement. C'est une politique radicalement nationaliste et, disons, socialisante. Nationalisation du pétrole, des mines, des banques. Une réforme agraire énorme qui démantèle les grandes haciendas et redistribue les terres. La reconnaissance du quechua comme langue officielle à côté de l'espagnol, une affirmation des droits indigènes, et sur le plan international, un rapprochement avec Cuba, avec l'URSS. Un changement de cap radical. Ah oui? Mais ça reste une dictature militaire, j'imagine. Ah oui, absolument. Pas question d'élection, l'opposition est muselée, la presse est contrôlée. C'est un régime autoritaire, même s'il se veut révolutionnaire. Et comment se termine cette expérience, Velasco? Velasco tombe malade. Et il est renversé en 1975 par un autre général, Francisco Morales Bermudez. C'est la seconde phase du régime militaire jusqu'en 1980. Plus conservatrice, celle-là. Oui, plus conservatrice et aussi plus répressive. C'est sous Morales Bermudez que le Pérou participe à la sinistre Opération Condor, cette coordination des dictatures du Cône Sud pour traquer les opposants. Mais il organise quand même le retour à la démocratie. Oui, face à une crise économique et sociale grandissante, il annonce des élections. Une assemblée constituante est élue en 1978, elle rédige une nouvelle constitution en 1979. Ironie de l'histoire, c'est Aya de la Torre, l'éternel opposant, qui préside cette assemblée. Mais il meurt en 1979, juste avant les élections présidentielles, sans jamais avoir pu être président du Pérou. Se fait dans un contexte absolument terrible, l'émergence d'une nouvelle menace, le Sentier lumineux. Oui, Sendero Luminoso, un groupe maoïste ultra-radical, sectaire, fondé au début des années 70 par Abimael Guzman, un professeur de philosophie à Ayacucho, dans les Andes. Et ils commencent leurs actions quand? Ils déclenchent la lutte armée en mai 1980, pile au moment où le pays revient à la démocratie, après 12 ans de régime militaire. Le symbole est fort. Et leur stratégie, c'est quoi? C'est la terreur la plus brutale. Ils ne visent pas seulement l'État, mais aussi les communautés paysannes, les syndicats, les autres organisations de gauche, tous ceux qui refusent leur autorité absolue. Exécutions sommaires, attentats aveugles, sabotage. C'est le début d'une guerre interne d'une violence inouïe. Une guerre qui va faire combien de victimes au final? Le rapport de la commission Vérité et Réconciliation, des années plus tard, estimera le nombre de morts et disparus à près de 70 000 entre 1980 et 2000. Principalement des civils, surtout des paysans quechua. 70 000 morts. C'est effroyable. Le retour à la démocratie commence donc dans un bain de sang. Qui est élu en 1980? C'est Fernando Belaúnde Terry qui revient, l'ancien président renversé en 1968. Il est élu démocratiquement pour un second mandat, de 1980 à 1985. Et sa politique? Il revient à une politique économique plus libérale, très pro-américaine. Mais il est complètement dépassé par la crise économique qui s'aggrave et surtout par l'escalade de la violence du Sentier lumineux.
Il y a même une courte guerre avec l'Équateur en 1981, le conflit du Paquicha. Et une autre guérilla apparaît aussi? Oui, en 1983, le MRTA, le mouvement révolutionnaire Tupac Amaru, inspiration plutôt guévariste, castriste, plus urbaine au début. La réponse de l'État, sous Bellandé, c'est une répression militaire féroce, mais souvent aveugle, qui commet elle aussi des violations massives des droits humains. Un véritable cercle vicieux de violence. Et l'APRA dans tout ça, est-ce qu'ils arrivent enfin au pouvoir? Oui, en 1985, c'est l'élection d'Alan Garcia. Jeune, charismatique, il incarne le renouveau de l'APRA. C'est un moment historique, la première fois que l'APRA accède à la présidence par les urnes. Mais il hérite d'une situation catastrophique. Apocalyptique, oui, et son premier mandat, de 1985 à 1990, va être une catastrophe absolue. Ah bon? Pourquoi? Hyperinflation délirante qui atteint des milliers de pourcents par an, ruinant complètement l'économie et la population, rupture avec le FMI et les institutions financières internationales, et la guerre contre les deux guérillas, Sendero et MRTA, qui continue avec une brutalité effroyable des deux côtés. On se souvient des massacres d'Acomarca en 1985 ou de la répression sanglante des mutineries dans les prisons de Lima en 1986. Donc, à la fin de son mandat, en 1990. L'État est en faillite, la population est exsangue, terrorisée par la violence politique et économique, et l'APRA, le parti historique, est totalement discrédité. Le chaos est total. C'est dans ce contexte de désastre complet qu'émerge alors une figure complètement inattendue en 1990, Alberto Fujimori. Exactement. Un quasi inconnu, professeur d'agronomie, recteur d'une petite université, d'origine japonaise, personne ne le voyait venir. Et il gagne l'élection. Il bat à la surprise générale le grand favori, l'écrivain de renommée mondiale, Mario Vargas Llosa, qui représentait la droite libérale traditionnelle. Fujimori, lui, se présente comme un outsider, ni de droite ni de gauche, promettant simplement l'ordre, l'efficacité, honradez tecnología trabajo, honnêteté technologie travail, et la fin du chaos. Et c'est le début de ce qu'on appelle la décennie Fujimori, de 1990 à 2000. Une décennie qui va être marquée par quoi? La victoire contre le terrorisme, c'est ça? Oui, c'est l'un des points clés. Mais la question c'est, à quel prix? Économiquement, il impose dès le début un ajustement structurel ultra-libéral, le Fuji Shock. Privatisation massive, austérité drastique. Ça marche? L'hyperinflation est maîtrisée, oui, mais le coût social est terrible pour une grande partie de la population. Sur le plan de la lutte contre le terrorisme, il obtient des succès indéniables. Le plus spectaculaire, c'est la capture du leader du Sentier lumineux, Abimael Guzmán, en septembre 1992. Ça porte un coup terrible à l'organisation. Mais les méthodes utilisées sont controversées. Très controversé. On parle de méthodes extra-légales, d'escadrons de la mort comme le groupe Colina, responsable de massacres comme celui de la Cantuta en 1992, où des étudiants et un professeur ont été enlevés et assassinés. Il y a aussi la politique de stérilisation forcée qui a touché des centaines de milliers de femmes, principalement indigènes et pauvres. Des violations graves des droits humains. Et l'assaut contre l'ambassade du Japon en 1997? Oui, prise en otage par un commando du MRTA pendant plusieurs mois. L'assaut final ordonné par Fujimori a permis de libérer les otages, mais tous les membres du commando ont été tués, certains apparemment exécutés après s'être rendus. Très controversé là aussi. Et politiquement, Fujimori, il respecte les règles démocratiques? Pas vraiment, non. En avril 1992, face à un congrès qui lui est hostile, il réalise ce qu'on appelle un auto-coup d'État. Il dissout le Parlement, suspend une partie de la Constitution avec le soutien de l'armée. Un coup d'État contre ses propres institutions. Exactement. Il convoque ensuite une assemblée constituante qui rédige une nouvelle constitution en 1993, une constitution qui renforce considérablement les pouvoirs du président et surtout qui l'autorise à se faire réélire immédiatement, ce qui était interdit avant. Donc une dérive autoritaire très nette. Et tout ça sur fond de corruption, une corruption massive, systémique, orchestrée par son bras droit, son éminence grise, le chef tout-puissant des services de renseignement, le SIN, Vladimiro Montesinos. Détournement de fonds publics à grande échelle, contrôle des médias, de la justice. Comment est-ce que ce régime finit par tomber alors? Par un scandale retentissant en septembre 2000. La diffusion d'une vidéo, la première des fameuses Vladi-vidéos. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des enregistrements secrets faits par Montesinos lui-même dans ses bureaux où on le voit littéralement acheter des députés de l'opposition, des magistrats, des propriétaires de chaînes de télévision. La preuve filmée de la corruption généralisée. Le scandale est énorme, j'imagine. Énorme. Fujimori tente de lâcher Montesinos, mais c'est trop tard.
En novembre 2000, profitant d'un sommet international, il s'enfuit au Japon, le pays de ses ancêtres, et envoie sa démission par fax. Par fax, c'est fou. Le Congrès refuse cette démission et le destitue pour incapacité morale permanente. C'est la fin de la décennie Fujimori. L'après-Fujimori, donc à partir de 2000 jusqu'en 2016 où s'arrête notre analyse, est-ce que cette période apporte enfin la stabilité et la rupture avec ces vieux démons? Malheureusement, pas vraiment. C'est plutôt une période qu'on pourrait qualifier d'instabilité chronique et de désillusion répétée. Après une transition menée par Valentín Paniagua, c'est Alejandro Toledo qui est élu président en 2001. Toledo, c'est important, c'est le premier président d'origine indigène revendiqué. Ça suscite beaucoup d'espoir. Immensément. L'espoir d'un Pérou plus inclusif qui tourne la page de la corruption et de l'autoritarisme. Mais son mandat, 2001-2006, sera assez décevant. Forte instabilité gouvernementale, poursuit une politique économique très libérale menée par son ministre de l'économie, un certain Pedro Pablo Kuczynski. PPK, on y reviendra. Et puis, Toledo lui-même sera rattrapé par des accusations de corruption à la fin de son mandat et bien après. C'est aussi sous sa présidence, en 2003, que la commission Vérité et Réconciliation rend son rapport terrible sur les 70 000 victimes du conflit interne. Un choc pour le pays. Et après Toledo, en 2006, qui est élu? Le retour d'une vieille connaissance. Alan Garcia? Alan Garcia. L'ancien président du mandat catastrophique de 85-90. Il réussit à se faire élire pour un second mandat, 2006-2011. Mais il a changé. L'APRA a changé. Oui, clairement. Garcia et l'APRA ont opéré un virage à 180 degrés sur l'économie. C'est désormais un fervent partisan du libéralisme économique, des traités de libre-échange, notamment avec les États-Unis. Et ça se passe mieux cette fois? Économiquement, le Pérou connaît une croissance assez forte pendant cette période, tirée par les prix des matières premières. Mais son mandat est aussi marqué par de graves conflits sociaux, surtout liés aux projets d'extraction minière et pétrolière en Amazonie. On pense au drame de Bagua en 2009, où des affrontements entre police et manifestants indigènes ont fait des dizaines de morts. Et la corruption? Garcia y échappe? Non. Comme beaucoup d'autres présidents latino-américains de cette période, il sera impliqué dans le gigantesque scandale de corruption lié à l'entreprise brésilienne Odebrecht. Pour éviter l'arrestation en 2019, il se suicidera. Une fin tragique. Décidément, l'ombre de la corruption plane sur toute cette période post-Fujimori. Elle touche aussi son successeur, Ollanta Humala. Oui, Ollanta Humala, élu en 2011, c'est un ancien militaire qui avait tenté un coup d'État contre Fujimori en 2000. Il est élu sur un programme plutôt nationaliste et de gauche, promettant une grande transformation. Et il l'a faite, cette transformation? Pas vraiment. Une fois au pouvoir, 2011-2016, il poursuit globalement la politique économique libérale de ses prédécesseurs, maintenant la stabilité macroéconomique, mais décevant une grande partie de son électorat de gauche. Et lui aussi, avec sa femme, Nadine Heredia, sera éclaboussé puis condamné dans l'affaire Odebrecht. C'est un schéma récurrent. Notre période d'analyse s'arrête en juin 2016, avec une élection très serrée. Oui, l'élection de Pedro Pablo Kuczynski, PPK, l'ancien ministre de Toledo. Un technocrate ultralibéral qui bat de justesse Keiko Fujimori, la fille d'Alberto Fujimori. Mais ça, c'est déjà le début d'une autre séquence d'instabilité encore plus folle. C'est vrai. Quand on regarde l'ensemble de ces presque 2 siècles, de 1821 à 2016, il y a des thèmes qui reviennent de manière lancinante, c'est frappant. Ah oui, cette instabilité politique qui semble être la norme plutôt que l'exception. Le rôle absolument central et souvent déterminant de l'armée. Tour à tour, gardienne de l'ordre oligarchique, réformatrice autoritaire sous Velasco ou simple arbitre des crises politiques. Il y a aussi cette économie structurellement dépendante des ressources naturelles, le guano, le salpêtre, le caoutchouc, les minerais, le pétrole, et des capitaux étrangers, avec tout ce que ça implique en termes de vulnérabilité et d'inégalité. Violence des conflits externes avec les voisins, violence inouïe des guérillas internes comme le Sentier Lumineux et le MRTA, violence de la répression d'État, et derrière tout ça, des inégalités sociales abyssales, souvent recoupant la fracture ethnique entre la côte créole et les Andes ou l'Amazonie indigène, une question jamais vraiment résolue. Et comme vous le disiez, l'histoire ne s'arrête pas en 2016. La période qui suit a été marquée par une succession encore plus rapide de présidents, Kuczynski, Vizcarra, Merino, Sagasti, Castillo, la plupart destitués, démissionnaires ou emprisonnés. Ça montre bien que ces défis structurels sont toujours profondément ancrés. Malheureusement, oui. Ce qui nous amène peut-être à une question finale, une réflexion pour conclure. Après 2 siècles d'indépendance formelle, après tant de constitutions, de figures politiques fortes, de tentatives de réforme, parfois même de révolutions avortées,
Qu'est-ce qui, dans les fondations même du Pérou, qu'elles soient politiques, économiques, sociales, voire culturelles, continue d'empêcher l'émergence durable d'un État démocratique qui soit à la fois stable, inclusif et capable de répondre aux aspirations de l'ensemble de sa population si diverse? C'est la question à 1 million de sols, comme on dirait là-bas. Une question complexe dont la réponse se trouve sans doute dans les replis de cette histoire longue, riche, mais aussi terriblement douloureuse et conflictuelle que nous venons d'effleurer. Une histoire qui continue de s'écrire avec ses défis persistants. Merci beaucoup pour cet éclairage passionnant. Merci à vous.